Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Irène Lopez, journaliste au Moniteur des pharmacies. Merci à vous d'être si nombreux derrière votre écran à nous suivre ce soir pour ce live organisé par le Moniteur des pharmacies avec le soutien scientifique de Procter & Gamble. Oui, c'est bien ça, Health France, entreprise experte en matière de troubles du sommeil. Cette émission fait partie d'une série de webinaires qui vous est spécialement dédiée, vous, les officinaux, les pharmaciens, les préparateurs et étudiants. N'hésitez pas à vous mettre dans la bulle avec nous. Si vous êtes à l'officine, je vous invite à mettre un casque. N'hésitez pas à augmenter le volume, à cliquer sur le bouton plein écran pour profiter pleinement de l'émission. Et si vous rencontrez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à vous servir du réseau 4G de votre téléphone. Et bien sûr, tout au long du webinaire, je compte sur vous pour poser vos questions dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Après le microbiote et l'immunité, premier webinaire que vous pourrez retrouver sur le site du Moniteur des pharmacies, aujourd'hui, nous allons explorer le sommeil en compagnie de Claude Gronfier. Bonsoir Claude Gronfier. Bonsoir. Vous êtes chronobiologiste, neurobiologiste, chercheur à l'INSERM à Lyon et une de vos spécialités est le sommeil. Nous sommes 4 Français sur 10 à souffrir malheureusement de troubles du sommeil. Alors en premier recours, nous en parlons à notre pharmacien au comptoir de l'officine. C'est pourquoi sans plus tarder, nous allons décrypter le sommeil. Avec vous, nous verrons dans une première partie que le sommeil n'est pas un luxe, que son absence génère des troubles chronobiologiques. Ce sera notre deuxième partie. Puis nous aborderons les solutions pour retrouver un sommeil réparateur, avec en particulier une approche qui repose sur la mélatonine. Claude Gronfier, un peu d'histoire pour commencer. Oui, un peu d'histoire parce que ça montre à quel point le sommeil est resté un mystère pendant très longtemps et explique pourquoi il est encore un mystère pour beaucoup d'entre nous et beaucoup de ceux d'entre vous qui, dans les officines, devaient répondre aux questions de vos clients. Dans la Grèce antique, on considérait que le sommeil était à mi-chemin entre la vie et la mort. Parce que, alors pas tout à fait la vie, parce qu'on est évidemment les yeux fermés et immobiles, pas tout à fait la mort parce que c'est réversible, contrairement au coma ou à l'hibernation ou à la mort bien sûr. Et donc c'était un vrai mystère. Et ça a duré, ce mystère du sommeil a duré jusqu'au XVIIIe siècle finalement. Et c'est seulement en 1930, donc c'est très récent, au XXe siècle, que les premiers enregistrements électroencéphalographiques ont été réalisés. Un psychiatre allemand, à l'aide d'électrodes qu'il avait posées sur le scalp d'un patient, a pu observer, visualiser que le sommeil n'était pas du tout un phénomène passif, ça n'était pas du tout la mort, mais qu'au contraire, le cerveau était extrêmement actif. Il s'est passé un ensemble de choses. Et puis, la dernière étape qui finalement a permis de mieux caractériser ce phénomène a été en 1950 à Lyon par Michel Jouvet, puis aux États-Unis par une équipe de 2 Américains évidemment. Eh bien, il a été découvert ce dernier sommeil qui est très étrange, qui a été appelé le sommeil paradoxal. Paradoxal parce que quand on observe des individus dans ce stade de sommeil, eh bien, ils sont totalement immobiles. Mais quand on regarde l'activité de leur cerveau, eh bien, on voit que le cerveau est extrêmement actif et que finalement, il est quasiment aussi actif que pendant l'éveil. Donc Michel Jouvet a appelé ça le sommeil paradoxal. Et donc ça nous a permis d'en arriver à la compréhension qu'il existe non pas 2, mais 3 états de vigilance dans la vie. La veille, pendant la journée, le sommeil à ondes lentes, sommeil très profond, et le sommeil paradoxal. Et donc au cours de la nuit, eh bien, il va y avoir une succession de ces états, de ces différents stades. Il y aura un peu d'éveil, mais il y aura surtout beaucoup de sommeil à ondes lentes et de sommeil paradoxal. Et cette succession va se constituer en cycles de sommeil. Et en général, on a 4, 5, voire 6 cycles de sommeil au cours d'une nuit. 6 cycles en une seule nuit. Claude Gronfier, le sommeil est loin d'être un luxe, je le disais en introduction. D'ailleurs, on a déjà reçu beaucoup de questions à ce sujet. On y reviendra plus tard, on répondra aux questions que vous nous posez directement dans le chat en bas à droite de votre écran. Alors, le sommeil est même vital. Oui, le sommeil est vital. On a trop souvent tendance à oublier à quel point le sommeil est important. Beaucoup ignorent en réalité tout simplement que le sommeil est si vital. L'absence de sommeil conduit à la mort. Plusieurs études l'ont bien montré chez l'animal. Malheureusement, dans des situations de guerre, des expérimentations ont été réalisées et on observe les mêmes résultats chez l'humain. Mais surtout, dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'un mauvais sommeil, soit parce qu'il y a un trouble physiologique, soit parce qu'on a une mauvaise hygiène de sommeil, soit parce que
Les conditions comme celles dans lesquelles on est en ce moment, les conditions de stress sanitaire, eh bien, vont provoquer une perturbation du sommeil. Eh bien, ce mauvais sommeil va avoir des conséquences. Et les conséquences qu'on connaît tous, ce sont les conséquences du trouble du sommeil à court terme. Typiquement, on est fatigué, on a une baisse de nos performances physiques et intellectuelles, et on a des troubles de la mémoire. On a tous rencontré ça. Ça conduit évidemment à de l'irritabilité, de l'inefficacité, ça peut conduire à des accidents de la route. Ce qu'on ignore, c'est que le sommeil a aussi des effets, a des fonctions qui sortent de celles qu'on vient d'évoquer, et à long terme, généralement, les troubles du sommeil vont conduire à des troubles de l'humeur, comme de l'anxiété et de la dépression, des troubles cardiovasculaires, des troubles du métabolisme, on a plus d'obésité chez les mauvais dormeurs, des troubles immunitaires, on a plus de mal, et c'est important en ce moment, dans cette condition sanitaire, on a plus de mal à réagir face à un adversaire microbiologique. Et puis, chez l'enfant, il va y avoir des conséquences sur l'apprentissage et sur le neurodéveloppement, le développement du cerveau. Donc, le trouble du sommeil, les troubles du sommeil, à long terme, ont des impacts sur la santé, conduisent et peuvent conduire à des pathologies et peuvent amener à des conséquences finalement irréversibles. Et pourtant, j'ai envie de vous titiller, c'est presque paradoxal. Il existe des recommandations internationales et pourtant, les Français, nous sommes en dette de sommeil. Et les données que vous allez nous présenter, elles sont éloquentes. Oui, c'est très étrange parce qu'on en parle maintenant depuis plusieurs années de l'importance du sommeil, de bien dormir. Pourtant, quand on regarde les chiffres, comme vous l'avez dit, les recommandations internationales existent, et chez l'adulte, c'est entre 7 heures et 9 heures de sommeil. Alors, il existe de vrais petits dormeurs qui peuvent se contenter de moins, mais ils sont très peu nombreux. Et puis, il existe des très grands dormeurs qui ont besoin de 9 ou 10 heures de sommeil. Et ça n'est pas un problème. En moyenne, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil qui sont recommandés chez l'adulte. Pour autant, quand on regarde les chiffres qui sont sortis de l'enquête de l'Institut national du sommeil et de la vigilance l'année dernière, eh bien, on voit qu'en moyenne, les Français dorment 6h57 pendant la semaine et 8h14 pendant le week-end. Donc déjà, ce seul écart entre le sommeil et le week-end montre que, globalement, les Français sont en dette de sommeil d'1 heure par jour. C'est presque 1 heure, c'est presque une nuit de sommeil perdu par semaine. Et puis, quand on regarde la proportion de Français qui se plaignent, parce que ce n'est pas parce qu'on dort peu qu'on se plaint, et quelquefois on se plaint même quand on dort beaucoup, mais les chiffres de cette enquête ont montré que plus de 4 Français sur 10 se plaignaient de leur sommeil, en effet. On leur a posé la question à ces Français, à quelle fréquence avez-vous eu ces troubles-là au cours des 6 mois passés? Et le premier trouble qui est évoqué, c'est des difficultés d'endormissement et des réveils nocturnes. Les gens se plaignent de ne pas pouvoir dormir jusqu'au matin, à partir du moment où ils s'endorment. Et ces troubles-là, eh bien, très prévalents, dépassent les troubles comme le mal de dos. Jusqu'à il y a peu de temps, on disait le mal de dos, c'est le mal du siècle. En réalité, ces chiffres-là montrent que le mal du siècle, à l'heure actuelle, c'est le trouble du sommeil. Il concerne un peu plus les hommes ou les femmes ou Un peu plus les femmes. Dans cette enquête, c'est 50% des femmes qui se plaignent d'un trouble du sommeil et c'est un peu moins, 36% des hommes. Alors, maintenant qu'on a posé ces bases, nous allons rentrer un peu dans le détail. Comment est régulé le sommeil? Alors, le sommeil est régulé principalement par une horloge biologique, qu'on dit horloge circadienne parce qu'elle régule des rythmes proches de 24 heures. Et cette horloge, quand on l'enregistre, alors elle est localisée au cœur du cerveau, au-dessus du noyau, au-dessus du chiasma optique, cette zone où se croisent nos deux nerfs en provenance des yeux. Et cette structure-là, quand on enregistre son activité électrique en laboratoire, alors chez l'animal évidemment, on ne le fait pas chez l'humain, eh bien, on va voir ce qui est illustré sur cette image qui est sur votre écran. On va voir ce qui se trouve en haut, une oscillation rythmique, très prédictible. On peut tout à fait prédire quand est-ce que va se trouver le pic suivant à partir de l'observation des pics précédents. Donc c'est très très prédictible et c'est précis à raison d'1 minute près par jour. Et ces pics-là illustrent l'activité électrique de cette structure. Et ce qui est intéressant, c'est que cette activité électrique, lorsqu'elle est mesurée en milieu de culture, chez l'animal, chez le rongeur, eh bien, elle n'est pas exactement de 24 heures. Elle n'est pas non plus exactement de 24 heures si on observe ça chez l'humain. Michel Siffre avait fait des expérimentations dans une grotte, on a fait nous-mêmes des expérimentations dans un laboratoire, et on observe généralement chez l'humain que ce rythme-là est de 24 heures et 10 minutes. Ça veut donc dire qu'il faut qu'il existe dans l'environnement des systèmes, des mécanismes qui permettent de remettre à l'heure cette horloge, sans quoi on serait totalement en dérive, on ne serait jamais synchronisé à la journée de 24 heures. Et cette synchronisation s'effectue par la lumière. La lumière est en quelque sorte le mécanisme qui permet de remettre à l'heure l'horloge tous les jours.
Et lorsque cette horloge est remise à l'heure, eh bien, les rythmes biologiques qui sont contrôlés par cette horloge sont adaptés en termes de timing, c'est-à-dire au bon moment, ils seront activés ou inhibés. On voit sur cette image à droite en rouge la sécrétion de mélatonine. Elle doit être sécrétée la nuit. On va en reparler. La mélatonine a des propriétés hypnotiques, sédatives, donc il est important qu'elle soit sécrétée à ce moment-là et non pas pendant la journée. La température corporelle va chuter pendant la nuit. C'est important pour, là encore, favoriser le maintien du sommeil. Et puis on ne voit pas très bien sur l'image, sans doute, le cortisol est un autre rythme contrôlé par l'horloge. Le cortisol culmine le matin au réveil, et c'est important que ce soit à ce moment-là parce qu'il est impliqué dans le réveil. Donc, pendant la nuit et le jour, des phases primordiales à suivre. Donc là, on vient de voir les 3 fonctions, vous venez de nous les expliquer, mais l'horloge biologique ne régule pas que ces 3 fonctions. Non, en effet, l'horloge biologique régule un ensemble de fonctions tout à fait primordiales dans l'organisme. On voit sur cette image la somme des fonctions qui sont contrôlées par l'horloge biologique. Il en existe en réalité beaucoup plus, c'est un schéma très simplifié. Ce qu'on a appris au cours des 20 dernières années, c'est que cette horloge, finalement, elle agit un petit peu comme un chef d'orchestre à tous les niveaux de l'organisme. Elle va permettre la régulation du sommeil, comme on l'a évoqué, de la vigilance, de la cognition, de la mémoire, de l'humeur pendant la journée. Elle va permettre d'activer ces fonctions-là, et le sommeil pendant la nuit, bien sûr. Mais en dehors de son activité cérébrale, l'horloge va agir à d'autres endroits dans l'organisme. Elle va contrôler le système cardiovasculaire, elle va favoriser l'activation du système immunitaire pendant la journée principalement, elle va permettre un repos pendant la nuit, elle va permettre de réguler le métabolisme. Certaines hormones sont sécrétées grâce à l'horloge à un certain moment. La division cellulaire aussi, c'est important, on y reviendra peut-être, parce qu'on pense comprendre maintenant pourquoi il y a tant de cancers dans le travail de nuit quand l'horloge est très perturbée. Et puis elle va aussi avoir un effet, un mécanisme de contrôle sur la fertilité et sur le muscle. Il est crucial d'avoir une horloge, si je vous comprends bien. Merci Claude Gronfier pour cette première partie très dense, mais je pense qu'il était vraiment nécessaire de bien comprendre les mécanismes qui sous-tendent le fonctionnement de notre sommeil, d'autant plus que les troubles chronobiologiques sont nombreux quand on manque de sommeil, et là on est vraiment loin de la bobologie. Partons à la découverte des troubles du sommeil. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie de Claude Gronfier, chronobiologiste et neurobiologiste, chercheur à l'INSERM à Lyon. Avec vous, Claude, le sommeil n'a plus de secret. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct sur l'outil de conversation, le chat. Nous y répondrons tout à l'heure. Claude Gronfier, quels sont les troubles chronobiologiques du sommeil? Alors ils sont nombreux, ils ont été très bien caractérisés. Il existe ce qu'on appelle une recommandation internationale, une classification internationale. La dernière a été revue en 2014 et elle liste 6 catégories, les 6 catégories qui concernent les troubles du rythme circadien du sommeil. On va en reparler tout à l'heure. Il s'agit du retard de phase qu'on observe principalement chez l'adolescent, mais pas que, l'avance de phase qu'on observe plutôt chez le sujet âgé, le trouble du cycle veille-sommeil irrégulier qui s'observe en particulier dans certaines démences, comme la maladie d'Alzheimer, le type libre-cours, surtout vu chez l'aveugle, le type jet lag, décalage horaire, et le type travail posté. Alors je précise que vous allez rentrer dans quelques minutes dans le détail de 3 cas, vous en avez sélectionné 3. Il existe aussi d'autres troubles qui ont une composante chronobiologique, et là aussi on parle de réels troubles. Oui, alors ça c'est extrêmement intéressant parce que les troubles que j'ai évoqués, on arrive à bien les expliquer parce que l'horloge évidemment va contrôler la position du sommeil, donc on comprend pourquoi quand l'horloge est perturbée, on va avoir un sommeil avancé ou retardé. Mais ces troubles-là, qui concernent d'autres aspects, non chronobiologiques, on pourrait dire au départ, ont une composante chronobiologique parce que vraisemblablement l'horloge est dysfonctionnelle chez ces individus et elle est dysfonctionnelle dans certains troubles psychiatriques. Ce qui est intéressant parce que justement les approches chronobiologiques vont être efficaces. Le trouble affectif saisonnier, ou qu'on appelle la dépression saisonnière, est un trouble d'origine chronobiologique. La dépression majeure classique est aussi traitée efficacement par certaines de ces approches. Les troubles bipolaires, la schizophrénie, certains troubles neurologiques, ce sont des données plus récentes, comme l'insomnie du sujet âgé. Alors, ça n'est pas un trouble chronobiologique, c'est un autre trouble, mais certaines dégénérescences, aussi bien oculaires que cérébrales, comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, ou d'autres, ont une composante chronobiologique. Et puis, certains cancers, vraisemblablement, sont expliqués
soit parce que l'horloge a été impactée, altérée par les conditions de la vie, comme dans le travail de nuit, soit parce que eh bien, les conditions de l'environnement, conditions lumineuses ou autres, finalement ont favorisé l'apparition de ce cancer parce que l'horloge n'était pas suffisamment solide, on pourrait dire pour simplifier, pour permettre le traitement, pour favoriser peut-être l'activation du système immunitaire au bon moment. Là, nous sommes tous effrayés hein, avec ce que vous venez d'évoquer, ces principaux troubles du sommeil. Mais bon, bonne nouvelle quand même, restons positifs, il y a des solutions et on se retrouve dans un instant pour les évoquer. Claude Gronfier, je rappelle pour les internautes qui nous rejoignent, bienvenue. Hein. Vous êtes chronobiologiste, neurobiologiste, chercheur à l'INSERM. Alors, on l'a dit, 40% des Français dorment mal. Heureusement, il existe des solutions. Oui, il existe des solutions et pour tous ces troubles qu'on a évoqués, les troubles chronobiologiques, on sait maintenant comment agir sur l'horloge biologique. Il existe des moyens pour traiter ces troubles. Et là, j'ai listé sur cette diapositive les approches concernant la mélatonine. Pour les troubles qu'on a évoqués, ils sont aussi traités efficacement par la luminothérapie ou la photothérapie, on ne va pas rentrer dans le détail ici, ou par la chronothérapie, qui sont des approches qui sont proposées par les médecins du sommeil pour justement apprendre à mieux connaître ses propres signes de fatigue et s'endormir au bon moment, ne pas attendre, ne pas laisser passer le train. Ici, on a listé les 4 produits qui sont disponibles sur le marché, qui sont utilisés dans les indications des troubles que je vais évoquer. La mélatonine à libération immédiate, qui est une préparation, une formulation magistrale, préparée par vous-même dans vos pharmacies, vous devez avoir l'habitude. La mélatonine à libération prolongée, le circadin. L'agomélatine, valdoxan, qui est une molécule plus récente, et puis, molécule récente aussi, le tamiceltéon ou l'Eliots. On ne va pas rentrer dans le détail de ces 3 molécules que j'ai listées en dernier, mais on va rentrer un tout petit peu dans l'intérêt et l'utilisation de la mélatonine à libération immédiate. Elle a à la fois des effets chronobiotiques qui jouent sur l'horloge, la position du sommeil, et aussi des effets hypnotiques, inducteurs du sommeil. Et la mélatonine à libération immédiate est indiquée dans les troubles du rythme veille-sommeil, et on va le rentrer effectivement dans le détail de 3 cas tout à l'heure. Elle est aussi indiquée dans certains troubles neurologiques, en particulier la démence d'Alzheimer, les troubles cognitifs légers, et ces troubles qui sont observés chez les patients parkinsoniens ou qui vont éventuellement devenir parkinsoniens, qui sont les troubles du sommeil paradoxal, les troubles moteurs qui sont exprimés pendant la nuit. Et puis aussi, dans certains troubles psychiatriques, il y a de nombreuses indications, pas uniquement dans la dépression saisonnière, mais aussi dans la dépression non saisonnière, dans le trouble bipolaire et dans la schizophrénie. Certains résultats suggèrent en effet que la mélatonine devrait être un traitement de première intention. Alors vous nous l'avez promis, on va rentrer dans le détail. Vous avez sélectionné 3 cas et parce qu'une image vaut 1000 mots, voici un schéma. Alors sur ce schéma, on va pouvoir évoquer ce qu'on appelle justement les effets chronobiotiques de la mélatonine et en particulier comment est-ce que la mélatonine peut être utilisée dans le décalage horaire. Ici en haut à gauche, on voit ce qu'on appelle le profil de la mélatonine endogène, le profil de sécrétion physiologique de mélatonine. On voit ici qu'elle est sécrétée pendant la nuit, son niveau est maximal au milieu de la nuit, et alors que pendant la journée, on ne sécrète pas de mélatonine. Sur la courbe du centre, eh bien, on voit que lorsqu'on administre la mélatonine le soir, et on va rentrer dans le détail des horaires tout à l'heure, eh bien, ça va produire une avance de phase, une avance du profil de mélatonine. Le lendemain, après une administration à dose efficace et au bon moment, eh bien, le profil de mélatonine sera avancé. Et ce profil de mélatonine illustre que l'administration de mélatonine exogène aura avancé l'horloge biologique. Et donc, ce sera particulièrement recommandé pour un voyage vers l'Est parce que quand on va vers l'Est, eh bien, on va se coucher plus tôt. Et comme l'horloge biologique, eh bien, elle reste à son horaire d'avant, il va falloir avancer l'horloge pour permettre l'induction du sommeil plus précoce. Et la courbe du bas illustre que lorsqu'on administre la mélatonine le matin, on va réaliser l'inverse, c'est-à-dire un retard de phase, on va retarder l'horloge biologique. Et là, il y aura un intérêt pour un voyage vers l'ouest. D'accord. Donc la recommandation à l'heure actuelle, c'est de donner une mélatonine à libération immédiate, en particulier lors d'un voyage vers l'est, c'est beaucoup plus efficace. 2 à 5 mg, en réalité, c'est la recommandation française, la recommandation américaine est de 0,5 à 2 mg.
En effet, on a des résultats tout à fait impressionnants, même à partir de 0,5 mg, 4 à 6 heures avant l'heure de coucher. Et pour des effets soporifiques, pour ces individus qui souhaiteraient s'endormir, par exemple dans l'avion, eh bien, on va recommander 30 minutes avant le coucher parce que les effets sont déjà observés en 30 minutes. Et on reviendra sur ces doses, hein, parce qu'on a déjà des questions, effectivement, et vous souhaitez des réponses pratico-pratiques. Claude Gronfier, pouvez-vous nous expliquer le retard de phase? Là encore, vous avez préparé un schéma. Oui, alors sur ce schéma, on va parler du retard de phase qui est principalement observé chez l'adolescent. Il y a une phase de maturation de l'horloge biologique pendant l'adolescence. Il ne faut pas s'inquiéter, hein, on a longtemps pensé que le retard de phase était psychologique, que les ados souhaitaient échapper au contrôle parental et se réfugier dans la nuit. En fait, il y a une véritable maturation biologique qui fait que l'horloge va de toute façon déclencher le sommeil de manière plus tardive pendant l'adolescence. Ça ne pose pas toujours un problème, mais ça peut en poser. Et beaucoup d'ados ont de réels problèmes, aussi bien physiologiques, métaboliques, que des problèmes cognitifs et d'apprentissage et d'échecs scolaires. Il y a ce problème de retard de phase. La courbe du centre, la courbe du haut montre un sommeil normal qui se produit pendant la nuit. Celle du bas montre le sommeil qui se produit de manière tardive. Chez certains, le coucher n'aura pas lieu avant 2, 3, 4 ou 5 heures du matin. Et quand l'adolescent aura la possibilité de se lever tard pendant les vacances, ça ne posera pas de problème. Mais évidemment, quand il y a école, c'est compliqué. Je précise que ça n'est pas observé que chez l'adolescent. C'est observé aussi chez l'adulte et chez le sujet âgé d'ailleurs. Dans ce cas-là, on va réaliser l'avance de phase nécessaire par administration de mélatonine le soir. Ce sont ces petits points rouges. Et la recommandation est d'utiliser là encore une mélatonine à libération immédiate, entre 0,5 et 5 mg, entre 4 et 6 heures avant le coucher, pendant 4 à 6 semaines, pour bien stabiliser l'effet. Et là encore, pour un effet soporifique, on va proposer la mélatonine à libération immédiate. C'est entre 1 et 5 mg, et on commence toujours par la dose la plus faible pour démarrer, proche du coucher, environ 30 minutes avant le coucher. Alors, quand le rythme est différent de 24 heures, comment est-ce qu'on fait? Alors c'est un problème et je suis persuadé, enfin les pharmaciens nous le disent, ceux qu'on rencontre, mais je suis persuadé que ceux qui nous écoutent ont déjà rencontré ce problème-là. On l'observe particulièrement chez le sujet non-voyant, chez l'aveugle, pas que, certains voyants ont un problème de libre cours aussi, mais c'est surtout chez les aveugles qui malheureusement sont maltraités. Leurs troubles du sommeil sont bien traités pour leurs troubles visuels, mais tous leurs autres troubles sont maltraités. Pourquoi? Parce que malheureusement le généraliste ignore que le trouble du sommeil de l'aveugle et le trouble métabolique et psychiatrique quelquefois n'est pas lié à l'absence de vision en tant que telle, mais est lié à l'absence de synchronisation de l'horloge biologique. Et dans ce cas-là, l'horloge n'est plus synchronisée, elle n'est plus remise à l'heure, donc elle va dériver. Et ici, on illustre un aveugle qui aurait une horloge biologique avec une période de plus de 24 heures et qui va se coucher de plus en plus tard, ou qui, même s'il essaie de se maintenir avec un sommeil nocturne, va avoir beaucoup de mal à rester endormi pendant la nuit et à rester éveillé pendant le jour. Et donc, dans ce cas-là, on va réaliser une synchronisation par avance de phase, là encore. L'horaire va être à déterminer, ça sera beaucoup de tentatives, beaucoup d'essais et d'erreurs avant de trouver le bon horaire, mais il va y arriver un moment où on va trouver le bon horaire, et ce bon horaire va permettre de caler, de synchroniser totalement l'horloge biologique et de maintenir le sommeil dans cette position. Et là encore, la recommandation est une mélatonine à libération immédiate. Les effets sont observés à partir de 0,5 mg. On augmente la dose quand ils ne sont pas observés, mais ils sont systématiquement observés entre 0,5 et 5 mg. Une molécule existe, et j'ai dit, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est le tamiceltéon qui a été développé aux États-Unis. On l'administre souvent le soir, cette mélatonine, et les aveugles qui sont en libre cours, en général, restent sous mélatonine, parce que s'ils arrêtent, l'horloge biologique va reprendre le dessus finalement et va à nouveau dériver. Nous venons de voir ces 3 cas particuliers donc de rythme biologique. La mélatonine, on l'a vu, hein, si je vous comprends bien, elle est recommandée et elle est efficace. Mais est-ce que l'on connaît les mécanismes de ces effets hypnotiques? On a justement une question là d'un de nos internautes. Je pense que vous allez pouvoir y répondre là. Oui, alors c'est une question qui est intéressante parce que pendant très très longtemps, on a considéré que la mélatonine avait des effets proches de ceux des benzodiazépines, par exemple. Et on se disait à une époque, elle agit sur les mêmes récepteurs finalement. En fait, on sait maintenant que ça n'est pas le cas, depuis une dizaine d'années d'ailleurs. La promotion du sommeil n'est pas antagonisée par le flumazénil que les pharmaciens connaissent bien, donc ça n'est pas une benzodiazépine. Elle agit directement sur des récepteurs à mélatonine, il y en a 2, mélatonine 1 et mélatonine 2, et c'est par ces récepteurs-là qu'elle exerce ses effets et chronobiotiques et une partie de ses effets hypnotiques. Une autre partie de ses effets passe par les récepteurs au GABA.
là encore que les pharmaciens connaissent bien. Et donc, ces effets-là vont expliquer, là encore, une partie de l'activité hypnotique de la mélatonine. Et puis, en termes de mécanique, eh bien, une partie des effets de la mélatonine, de l'effet soporifique de la mélatonine, passe par la température. La mélatonine a un effet très important sur la température. Elle va favoriser une vasodilatation, donc une perte de chaleur périphérique, qui va faire chuter la température centrale. Et ça, ce sera très efficace pour induire le sommeil. On dort quand la température chute et pas quand la température augmente. Et cette chute de température corporelle va être très inductrice finalement de l'éveil. On parle de l'ouverture de la porte du sommeil, et grâce à l'effet de la mélatonine le soir. C'est beau, c'est presque poétique, ce que vous nous dites. En conclusion, si nous devions retenir 5 points de votre présentation, soyons synthétiques, quels seraient-ils ? Alors, si on devait retenir 5 points, il faudrait évidemment retenir le premier, c'est le sommeil et l'horloge biologique sont au cœur de la santé humaine. Le sommeil n'est pas un luxe. Le deuxième point, c'est les perturbations du sommeil et la désynchronisation de l'horloge biologique dont on a parlé induisent des troubles et des pathologies. Ce n'est pas de la bobologie, en effet, dont on parle. Les troubles veille-sommeil sont traités efficacement par les approches chronobiologiques et ne sont traités efficacement que par des approches chronobiologiques. Il faut les considérer comme des traitements de première intention et pas de seconde intention, parce que la pharmacologie classique, traditionnelle, n'est pas efficace pour traiter les troubles du cycle veille-sommeil dont on a parlé, les troubles de l'horloge. Le troisième point, c'est la mélatonine est recommandée dans le traitement des troubles circadiens qu'on a évoqués, mais aussi dans l'insomnie du sujet de plus de 55 ans, dans les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant de plus de 6 ans, et dans certains troubles neurologiques et psychiatriques. Quatrième point, c'est évidemment, ça c'est un classique que les pharmaciens connaissent bien, l'efficacité de la mélatonine dépend de sa forme. Selon qu'on est avec une forme de libération immédiate ou une libération prolongée, on n'aura pas le même effet. De la dose, mais ce qui est moins classique, c'est l'effet dépend de l'heure de l'administration. Et ça, c'est typiquement un phénomène chronobiologique qui dépend de l'horloge. Selon l'horaire, on aura des effets qui peuvent être complètement opposés. Donc ce sera très important de prendre ça en compte. Et le dernier point, il faut l'évoquer évidemment, c'est les effets secondaires sont rares, mais ils ne sont pas absents. En particulier, on pense à la somnolence. Quelqu'un qui prendrait une mélatonine le matin parce qu'il a la sensation que ça lui fait du bien, eh bien le risque, c'est s'il prend son véhicule, c'est qu'il s'endorme au volant de son véhicule. Et puis, il faut évoquer aussi que certaines populations pourraient être considérées comme un risque. Il y a eu une revue de l'ANSES sur les risques qui peuvent être observés avec la prise de mélatonine. Évidemment, une partie de ces risques sont liés aux interactions médicamenteuses qui peuvent exister avec la mélatonine. Et alors, certaines sont listées ici, la warfarine, la fluvoxamine, la cimétidine et la carbamazépine, et la rifampicine. C'est important d'avoir à l'esprit parce qu'évidemment, lorsque le pharmacien aura en face de lui quelqu'un qui prend ces médicaments, eh bien, la mélatonine ne sera pas recommandée dans ces moments-là. Merci Claude Gronfier. L'efficacité de la mélatonine dépend aussi de l'hygiène de sommeil. On va en rappeler d'ailleurs quelques règles de façon basique. Si le sommeil n'a plus de secret, nous allons revenir sur cette hygiène du sommeil justement. Et sur la mélatonine, nous avons de nombreuses questions là sur les doses à prendre, les doses délivrables par le pharmacien. Je vous propose tout de suite de répondre aux nombreuses questions qui nous sont posées. Alors, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Bon, on a beaucoup de messages de sympathie. Effectivement, vous êtes nombreux. Alors, là, on a des initiales. BK nous demande, enfin vous demande, y a-t-il des risques de surdosage avec la mélatonine en complément alimentaire? Est-ce que ça peut arriver, ça? Alors, évidemment, c'est une bonne question, bien sûr, évidemment. La réponse est, évidemment, il peut aussi y avoir des risques de surdosage. Alors, les risques, on vient d'évoquer, les risques qui sont possibles, qu'il ne faut pas exclure, à la fois à cause des interactions possibles avec d'autres médicaments, à la fois par les effets secondaires qui peuvent être observés comme les effets liés à la somnolence. Le problème de prendre une dose trop importante de mélatonine, et c'est vrai aussi lorsqu'on réfléchit à la dose qu'on doit utiliser le soir avant le coucher, c'est que le métabolisme de la mélatonine est relativement long, sa demi-vie est d'une demi-heure. Une dose trop importante va faire que le matin au réveil, eh bien, on aura encore des niveaux de mélatonine, des concentrations de mélatonine très élevées, et ça, ce sera très inducteur de somnolence et de gêne finalement, de chute de capacité cognitive qui peuvent être évidemment problématiques. Donc, on ne sera pas très frais le matin. On ne sera pas très frais le matin à cause de cette mélatonine en surdose. Voilà pour Becca, pour ces risques de surdosage. Alors il y a beaucoup de questions qui reprennent le même thème, surdosage. Tom demande, existe-t-il des risques
à prendre la mélatonine, mais au long terme? Bonne question aussi. Alors, il n'y a pas de risque, connu à l'heure actuelle. Il faut savoir que la mélatonine est en utilisation libre aux États-Unis, par exemple, depuis plus de 20 ans maintenant, 30 ans, je crois d'ailleurs, et qu'il n'y a pas de cas évoqués de troubles liés à la prise en chronique. Comme toujours, il faut considérer que la mélatonine, dès lors qu'il s'agit d'une molécule exogène qu'on va administrer, eh bien, il ne faut la prendre que si elle est utile. Donc il n'y a pas d'intérêt à la prendre de manière chronique si le trouble a été résolu. Sauf certains cas, comme l'aveugle par exemple, qui lui a une horloge qui ne peut pas être synchronisée par la lumière, donc lui, il sera ravi de la prendre en chronique et il n'y aura pas de contre-indication à ce qu'il la prenne en chronique. Mais dans les autres cas, dès que le trouble est traité, on peut évidemment arrêter le traitement parce qu'il perd son intérêt. D'accord. Elisabeth Faure, ça rejoint un petit peu, mais elle demande quelle est la durée de traitement en automédication? C'est un petit peu comme on l'a évoqué avant. Mais... Voilà, ça revient un peu au même. La durée va dépendre de est-ce que l'effet souhaité a été obtenu. Quelqu'un qui est en retard de phase, par exemple, un ado qui est en retard de phase, qui n'arrive pas à se lever suffisamment tôt le matin pour être exposé à la lumière, la photothérapie et le traitement de première intention dans le retard de phase, eh bien, on va lui proposer de la mélatonine. Tant qu'il n'aura pas atteint son horaire de coucher souhaité, la mélatonine va avancer progressivement l'horloge. Mais si l'adolescent part de loin et a l'habitude de se coucher à 5 h du matin, eh bien, avant que son sommeil soit calé sur un sommeil de 23 h, 7 h, il va falloir du temps. Donc là, on va recommander de poursuivre jusqu'à ce que l'effet souhaité soit obtenu. Une question plus précise cette fois, chez la femme ménopausée, c'est Zara qui vous demande quels sont les traitements efficaces chez la femme ménopausée qui a des troubles de sommeil. Est-ce qu'il y a des recommandations, il y a eu des études de fait? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Alors oui, il y a eu beaucoup de travail, mais comme toujours en médecine et en pharmacologie, l'efficacité, la dose, l'horaire va dépendre beaucoup de l'étiologie du problème. Une femme ménopausée qui a un trouble simplement à l'endormissement et qui dort bien le reste de la nuit, si elle a 60 ans, 70 ans ou 80 ans, eh bien c'est naturel que le sommeil soit moins induit facilement le soir. C'est naturel que la durée de sommeil passe éventuellement de 9 h à 8 h ou peut-être à 7 h 30. Donc il n'y a pas besoin de prendre de la mélatonine. On ne va pas utiliser une molécule pour devenir des surhommes et des surfemmes, évidemment. Donc c'est normal. Si par contre il y a un réel problème, un décalage de phase ou un libre cours, ça peut arriver, ou une autre condition dans laquelle l'horloge est instable, alors la mélatonine pourra avoir sa place. Que pensez-vous? Alors je reviens. Que pensez-vous du lien entre mélatonine et accoutumance? Est-ce qu'on peut être addict à la mélatonine? Alors oui, c'est une bonne question. Il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence de développement d'addiction. L'addiction, la plupart du temps, passe par les circuits noradrénaline et dopamine. La mélatonine n'agit pas sur ces circuits. Donc il n'y a pas de développement d'accoutumance. Et là encore, si on remonte aux études qui ont été réalisées aux États-Unis, chez ceux qui en ont pris pendant 20 ans, on a une collègue chronologiste qui en a pris pendant 20 ans, parce qu'elle avait la sensation, à l'époque on disait, dans les années 90, c'est une hormone qui va avoir des effets sur le vieillissement, qui va ralentir le vieillissement, et elle nous montre les photos avant et après, et on voit bien qu'elle a bien vieilli entre les deux, donc ça n'a pas cet effet-là. Donc Clarisse Torta, j'espère que nous avons répondu à votre question sur l'addiction à la mélatonine. Est-ce qu'on peut revenir très brièvement? Il y a une question de Aldi Thiel. Quels sont les effets indésirables potentiels de la mélatonine et ses contre-indications? Vous l'avez vu, effectivement, on en a fait une partie. On peut le rappeler très brièvement pour la rassurer, peut-être? Les contre-indications, c'est les traitements qu'on a évoqués tout à l'heure, et la présentation va être disponible, les images aussi, vous pourrez les consulter. Ce sont les traitements qu'on a évoqués, les molécules évoquées. Ce sont certaines situations de travail qui nécessitent une très grande vigilance. Le travail de nuit, on ne va évidemment pas recommander de prendre de la mélatonine avant de faire un travail de nuit. Un travail qui nécessite une très très grande attention, on va évidemment ne pas recommander la mélatonine. Donc les contre-indications en fait, vont être liées à l'effet et à l'heure d'administration. On peut prendre la mélatonine le soir si on a besoin de dormir après. En revanche, non, si on n'apprend pas, si on doit travailler. Une question de Pierre-Olivier que l'on salue, c'est un fidèle du Moniteur des pharmacies. Vous parlez de doses entre 0,5 mg et 5 mg. Combien de temps attendre pour décider de monter la dose? Finalement, où mettre le curseur? C'est une très bonne remarque. Alors, la dose doit être ajustée
en fonction, là encore, des effets. En médecine du sommeil, ce qu'on recommande, c'est au bout d'une semaine, si on n'a pas observé d'effet, et généralement on discute, on échange avec le patient pour lui expliquer voilà ce qu'on va observer, et si on n'observe pas ça, on va changer la dose. Et donc si on n'a pas observé l'effet qu'on s'attend à voir, on va augmenter la dose. La plupart du temps, il y a une dizaine d'années encore, on utilisait des doses très élevées. On utilisait 10 mg de mélatonine ou 5 mg de mélatonine. Et toutes les études qui ont été réalisées depuis les 10-15 dernières années montrent que, en réalité, chez un grand nombre, pas chez tous, mais chez un grand nombre, les effets s'observent avec des doses très faibles. Elles n'étaient pas utilisées dans le passé parce qu'en fait, elles n'avaient jamais été testées ou évaluées. Maintenant, on sait qu'elles peuvent avoir des effets. Quand elles n'en ont pas, eh bien, on va augmenter la dose. Et donc, par exemple, on va recommander au bout d'une semaine de passer de 0,5 à 1 mg si l'effet n'a pas été observé, ou passer à 2 si l'effet n'a pas été observé, etc. Donc là, beaucoup d'observations. Hein. Beaucoup d'observations, tout à fait. Vous l'avez dit, c'est un processus itératif. Absolument. Hein. Oui, puis j'ai bien aimé le terme de bobologie parce qu'on ne fonctionne pas au doigt mouillé, là. On doit observer, quantifier, mesurer. Ce sont des troubles dont on parle. Ce n'est pas un blues passager, ce n'est pas un petit souci d'endormissement passager. Ce sont des gens qui sont en situation de difficulté et les conséquences sur la vie et sur la santé peuvent être nombreuses. Donc, il faut le faire de manière très systématique. Une question de Brigitte Dumoulin, cette fois concernant les sujets âgés. Mélatonine et administration en EHPAD, où les résidents ont peu d'activité. Ça a un sens en EHPAD ? Alors oui, ça a un sens. En EHPAD et ailleurs, les données récentes et le travail qui a été fait dans le cadre de la revue de consensus par la Société française de recherche et médecine du sommeil a montré qu'elle pouvait avoir un effet très intéressant et souhaitable et recommandable chez ces sujets âgés en EHPAD qui évidemment dorment mal. Les sujets qui dorment bien n'ont pas d'intérêt à en prendre bien sûr, mais les sujets qui dorment mal, qui se plaignent, qui éventuellement vont déambuler la nuit parce que quelques-unes ont un sommeil inversé, dorment beaucoup le jour et très peu la nuit. Ils sont complètement décalés parfois. Absolument. Même. Ils se trouvent dans une situation possiblement d'altération de l'horloge biologique. C'est la situation de rythme irrégulier qu'on a évoqué tout à l'heure, où certains, malheureusement, vont se trouver dans une situation de démence ou de développement d'un trouble de type démence d'Alzheimer. Eh bien, dans ces conditions-là, elle va être tout à fait recommandable. Elle va favoriser l'endormissement, elle va favoriser le maintien du sommeil. Et évidemment, dès lors qu'on a restauré le sommeil de nuit, eh bien, on restaure la veille de jour. Donc c'est le double effet qui se coule, on pourrait dire. Une autre question, alors je les passe en revue, certaines sont des doublons, donc je les passe très vite. Une question de Francis Daucher. L'usage des écrans le soir concerne toutes les tranches d'âge. La qualité du sommeil est impactée. La mélatonine constitue-t-elle une bonne indication ? Et il précise, en plus d'éviter les écrans. Hein. Oui. Alors je répondrai non. Dans cette condition-là, la mélatonine n'est pas une bonne recommandation. Il faut arrêter les écrans. On ne traite pas un trouble par une molécule dès lors qu'on peut éviter la survenue de ce trouble en modifiant l'environnement. Donc on supprime les écrans et la recommandation internationale est de supprimer les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Ça n'est pas si difficile. Il faut réapprendre aux gens à prendre un magazine ou un livre après le brossage des dents et dans cette heure qui précède le sommeil, très important de ne pas utiliser les écrans. S'ils doivent être utilisés, certains ne peuvent pas s'en passer et doivent, dans les 30 dernières minutes, lire un livre sur leur écran, par exemple, ou consulter leurs messages. Alors, on va recommander de diminuer l'intensité émise par les écrans, d'utiliser tous les outils qui sont à disposition maintenant pour diminuer la quantité de lumière bleue et favoriser une lumière très orange. Et dans ce scénario-là, on peut aller en effet jusqu'à 30 minutes avant le coucher, mais c'est important de comprendre que la lumière a des effets physiologiques qui sont l'opposé de ceux de la mélatonine. La lumière est très activatrice de l'éveil, elle est inhibitrice de la somnolence et de par ce biais-là, elle va induire un retard de l'endormissement. Donc on supprime les écrans plutôt qu'on administre de la mélatonine dans ces situations. J'ai envie de dire que c'est du bon sens. Commençons par là, ce sont des règles d'hygiène. Absolument, ce sont des règles d'hygiène de sommeil. Une autre question de Pierre-Olivier avec les benzos cette fois-ci. Est-ce que l'on peut aider à sevrer un patient au benzodiazépine avec de la mélatonine ? C'est une bonne question qui revient souvent. Il n'y a pas eu d'études encore sur le sujet. Elle reste à mener. Il existe en tout cas des approches qui permettent des sevrages.
ces approches sont évidemment complètement maîtrisées par les médecins du sommeil. Donc, chez ces patients qui ont justement un problème de sevrage, il faut leur recommander d'aller voir un médecin du sommeil qui va les aider à passer plus facilement ce cap, qui est évidemment très difficile à passer, mais pour lequel il y a des solutions et qui sont totalement maîtrisées par ces spécialistes. Monsieur ou Madame Neveu vous demande s'il y a des précautions à prendre lors de troubles hépatiques ou rénaux. Est-ce qu'il y a eu des études dessus? Est-ce qu'on a déjà testé? Il y a eu quelques études, surtout, alors je ne l'ai pas évoqué à l'oral, mais c'était indiqué sur mon image, la mélatonine va passer par le cytochrome P450, et donc évidemment, il peut y avoir, en particulier chez ceux qui ont un trouble hépatique, il peut y avoir une contre-indication là à prendre de la mélatonine. Donc en règle générale, avant de toute façon de prendre de la mélatonine, et en particulier quand les doses sont élevées, mais en règle générale, il faut en parler à son pharmacien ou à son médecin pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas se retrouver dans une situation compliquée par la suite. Elisabeth Faure s'interroge et elle nous dit « En vous écoutant, je me dis que la mélatonine en conseil en officine ne semble pas avoir sa place, sauf en cas de jet lag et éventuellement pour les adolescents. » J'aurais plutôt tendance à dire non, elle a toute sa place. Elle a toute sa place, elle a toute sa place. Alors en même temps, elle donne la réponse, c'est intéressant parce oui. qu'on a évoqué les indications de la mélatonine à libération immédiate dans les troubles des rythmes circadiens du sommeil. Elle les évoque, elle en évoque deux dans le jet lag, le décalage horaire, et dans le trouble du sommeil de l'adolescence, c'est le retard de phase. Mais il y a aussi ce libre cours qui est recommandé. Et puis, comme on l'a vu, elle est recommandée dans des troubles qui sortent, on pourrait dire, de ces troubles chronobiologiques purs, mais qui pourtant ont une composante chronobiologique. Ce sont certains troubles neurologiques et certains troubles psychiatriques. Donc elle a réellement toute sa place. Elle est peu utilisée encore de nos jours pour deux raisons principales. Un, parce que la chronobiologie reste une science moderne. La médecine du sommeil et la chronobiologie ne sont toujours pas enseignées, à ma connaissance, en fac de pharmacie et en fac de médecine. Ou alors très peu, non? Même très pas, peu, c'est 2 à 6, 8 heures de cours pour les plus chanceux. Pour tout un cursus? Pour tout un cursus sur le sommeil, et l'évocation de l'horloge biologique, est généralement, c'est quelques secondes. Et donc, avant de pouvoir... avant qu'on puisse recevoir de la part de son médecin une recommandation pour la mélatonine ou pour la photothérapie, il va falloir que ces médecins soient formés. Et donc, on fait de notre mieux pour former le plus grand nombre, mais ça va prendre du temps. Et par ailleurs, la deuxième raison, c'est outre l'absence de formation et donc l'absence de savoir que ces troubles-là sont d'origine chronobiologique et qu'il y a des méthodes thérapeutiques adaptées, c'est le fait que les études n'ont pas été menées dans toutes les pathologies, évidemment. Et ma vision biaisée de chronobiologiste me permet toutefois de dire qu'elle est très optimiste parce que la chronobiologie a un futur radieux devant elle, parce que, évidemment, les approches chronobiologiques vont supplanter, remplacer, évidemment, un grand nombre de molécules. Et j'espère que ça ne posera pas de difficulté aux pharmaciens, qu'ils pourront en même temps en profiter de leur côté. Au contraire, bien sûr. Je reviens sur une question, là, parce que là, ça se déchaîne, le chat. Donc, Clotilde Hammer, la prise de mélatonine freine-t-elle la sécrétion naturelle? Et, seconde question, une diminution progressive est-elle recommandée lors d'un usage prolongé? On arrête net ou alors on se sèvre, on fait un sevrage? Alors, on peut arrêter net, parce que là encore, on l'a évoqué dans la question sur l'addiction, il n'y a pas d'accoutumance, donc on peut arrêter net, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de la première question que j'ai déjà oubliée, je vais vous la redire tout de suite, Clotilde, elle est où? Voilà. Est-ce que ça freine la sécrétion naturelle quand on en prend? C'est une bonne question, parce que la plupart des substances sécrétées physiologiquement ont un phénomène de rétrocontrôle. La sécrétion va avoir un effet négatif, va freiner la sécrétion, de manière à éviter un emballement. C'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif en physiologie, et la mélatonine n'exerce pas de rétrocontrôle sur sa propre sécrétion. Et les études l'ont bien montré, c'était très bien étudié, en particulier par notre collègue Bruno Clostralion, et les études montrent que non, la mélatonine exogène ne modifie pas du tout la sécrétion endogène. Une question d'Isabelle Norvidal qui dit « Quand donner la mélatonine à libération prolongée ?» Tout à l'heure, vous nous avez expliqué plus longuement, on a parlé de mélatonine à libération immédiate, mais là, est-ce qu'on peut donner quand même un conseil? Quand donner la mélatonine à libération prolongée? Oui, alors la mélatonine à libération prolongée a toute sa place dans des situations dans lesquelles on ne veut pas nécessairement réaliser
une avance de phase ou un retard de phase, parce que dans ces situations-là, c'est la mélatonine à libération immédiate qui est recommandée. Son effet aigu sera plus efficace, mais la mélatonine à libération immédiate sera très intéressante parce que l'idée est de répartir la libération au cours du temps et de mimer la mélatonine endogène, physiologique, d'éviter un pic, mais de mimer la sécrétion physiologique. Et elle est recommandée, en particulier le circadin évidemment, qui est la molécule disponible sur le marché en France. Elle est recommandée dans ces troubles que j'ai évoqués tout à l'heure, chez l'enfant de plus de 6 ans, des troubles du neurodéveloppement, syndrome de Rett, Smith-Magenis, etc., parce qu'elle aura un effet soutenu au cours de la nuit qui va permettre finalement un bon maintien du sommeil. Une question là qui nous fait voyager dans le futur. Est-ce qu'on pourrait envisager la mélatonine en implant? Un jour, est-ce qu'on pourrait? On peut tout imaginer. C'est possible, c'est tout à fait possible parce que ça pourrait, par exemple, on peut imaginer que ça pourrait éviter à certains d'oublier de prendre leur mélatonine et un aveugle qui oublierait de la prendre ou quelqu'un qui est en retard de phase va tout de suite se retrouver dans une situation compliquée. S'il l'oublie, par exemple, lors d'un week-end ou en vacances, ces individus qui ont un trouble de l'horloge vont se retrouver dans une situation très compliquée très vite. Maintenant, il y aura du travail à faire avant d'en arriver là, parce qu'il va falloir déterminer s'il y a nécessité de changement d'horaire, il va pouvoir reprogrammer sa pompe, etc. Mais c'est imaginable. On en reparle dans quelques années. On parle dans quelques années. On se retrouve. Est-ce qu'il est conseillé de faire des pauses thérapeutiques lors de traitements par mélatonine? On peut en prendre, on peut s'arrêter, on peut en reprendre? Oui, c'est ce qu'on recommande. Et ça découle un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on n'en prend pas en continu. Quand le trouble a disparu, on arrête d'en prendre, sauf si on est certain que le trouble va revenir, comme l'aveugle que j'ai évoqué. Par exemple, chez l'adolescent, on va recommander de continuer le traitement quelques semaines après la résolution du problème de sommeil, 4 à 6 semaines en règle générale pour le retard de phase, et on observe. Et généralement, certains ados réussissent à adopter une stratégie lumineuse en particulier. Ils vont mieux s'exposer à la lumière, éviter l'exposition le soir aux écrans par exemple, et ça leur permet de rester dans une bonne situation de synchronisation. Quand ça relâche, eh bien, ils vont tout de suite prévenir en général leur médecin parce qu'ils sentent tout de suite les symptômes. Et si ce n'est pas eux qui préviennent le médecin, en général, ce sont les parents qui observent qu'ils n'arrivent plus à se réveiller le matin. Donc, en général, là, à ce moment-là, il faut reprendre le traitement. Merci pour ces précisions. Il y a une question qui revient souvent, donc je vais en prendre une, peut-être la plus complète, celle-ci. Pourquoi la mélatonine est considérée comme un complément alimentaire alors que c'est une hormone et qu'elle répond parfaitement à la définition du médicament? En quoi est-ce qu'elle complémente finalement une alimentation? Alors oui, c'est une question, j'allais dire, réglementaire, légale. Dans certains pays, la mélatonine est considérée comme un médicament, par exemple des 0,28 grammes, 0,28 mg. Dans d'autres pays, c'est 0,3 mg. Évidemment, d'un point de vue pharmacologique, il s'agit d'une molécule, d'un agent qui agit sur des récepteurs endogènes, donc elle peut être considérée au même titre que tous les autres médicaments. Mais au même titre que la caféine, d'ailleurs, qui pourrait être considérée comme un médicament si on l'utilise pour traiter des troubles, par exemple. Il y a une infirmière qui vous remercie pour le conseil donné et qui confirme, parce qu'elle travaille auprès de personnes âgées à domicile, et elle confirme que les troubles du sommeil du sujet âgé sont souvent dus aux effets du vieillissement de l'organisme et que là, il n'y a pas forcément grand-chose à faire, si ce n'est d'accepter et ne pas peut-être devenir un surhomme ou une Wonder Woman, comme vous le disiez avec humour tout à l'heure. Pareil, Marie-Claire Bounour, bonsoir. La mélatonine peut-elle être administrée à un patient, cette fois de 82 ans, sujet aux apnées du sommeil et qui ne serait pas appareillé? Alors là, on confond quand même deux choses. Oui, c'est une question importante parce que ça permet de dire qu'il ne faut pas penser que la mélatonine est la solution miracle, est une solution miracle. Elle ne fonctionne pas pour tout, elle a des indications très, très précises et elle n'aura aucune efficacité, par exemple, dans le cas de l'apnée du sommeil. Dans le cas de l'apnée du sommeil, qui conduit à des troubles sévères et qui peut conduire à des troubles cognitifs chez le sujet âgé en particulier si ça n'est pas traité, mais aussi chez le sujet jeune, et des accidents de la route lorsqu'on conduit, bien sûr, mais aussi des accidents cardiovasculaires, tels que des AVC, tels que des infarctus du myocarde. Eh bien, une apnée doit être traitée, quel que soit l'âge,
parce que les conséquences peuvent être graves si elle n'est pas traitée. Et donc, dans ce cas-là, il faut se faire appareiller, ou bien l'appareil, les masques à pression d'air positive continue ne sont pas la seule solution dans l'apnée du sommeil. Il existe ce qu'on appelle des orthèses mandibulaires qui sont quelquefois mieux supportées par ceux qui ne supportent pas le masque. Il existe de la chirurgie. Donc il y a de nombreuses approches qui sont absolument efficaces, qui se valent maintenant, qui sont quasiment équivalentes en termes d'efficacité clinique. Donc dans ces situations-là, il faut aller voir un médecin du sommeil, et qui va savoir se rapprocher de la patiente et qui va proposer le traitement adapté. D'accord, donc là on est effectivement en dehors du cadre de la mélatonine et un médecin du sommeil, on tape centre du sommeil sur Internet et on se dirige effectivement vers le service le plus adéquat. Je continue, que nous disent nos internautes. Ici j'avais noté aussi tout à l'heure, une supplémentation en tryptophane peut-elle améliorer le sommeil chez une personne végane ? Oui, alors la supplémentation en tryptophane, ça a été très à la mode il y a une dizaine d'années, parce que le tryptophane, évidemment, c'est la voie d'entrée de la synthèse de sérotonine et de mélatonine. Ça a été utilisé, ça a été testé, il n'y a pas d'effet miracle, et donc il n'y a pas de recommandation. Ça peut avoir quelques effets positifs chez ceux qui sont en dette, en déficience, mais il n'y a pas de recommandation dans les troubles du sommeil en particulier. Ça a été testé et évalué, ça n'a pas d'effet positif. J'ouvrais les yeux parce que le sommeil chez une personne végane, en quoi serait-il différent d'une personne flexitarienne ou une personne qui... Je ne sais pas. Peut-être que la question est est-ce que cette personne peut en prendre si cette mélatonine était d'origine animale, mais les mélatonines maintenant sont d'origine synthétique et donc ne sont plus d'origine animale. Je ne sais pas si c'est ça qui était... On demande si la personne effectivement est toujours connectée avec nous, si elle peut nous le préciser. Les liens entre les troubles du sommeil, le stress et les migraines. Stress et migraines, on peut les associer aux troubles du sommeil ? Oui, les migraineux ont souvent un sommeil de moins bonne qualité, pas uniquement parce que les migraines les empêchent de dormir ou les réveillent, mais c'est une observation qui a été faite. On y travaille aussi dans notre laboratoire. On a une étude en cours sur la migraine et la sensibilité à la lumière et les rythmes biologiques. Ce qui est observé aussi, ce que les migraineux savent bien, c'est que généralement il y a une exacerbation de leurs symptômes quand ils modifient leur cycle veille-sommeil, quand il y a un changement d'heure, quand ils se couchent trop tard ou trop tôt. Donc il y a un aspect environnemental très important qui nous laisse penser en effet que dans la migraine se trouve aussi une composante chronobiologique, puisque si on décale nos rythmes, s'ils décalent leur rythme, eh bien, ils vont avoir des symptômes plus importants. Donc bien garder, bien préserver le rythme veille-sommeil stable chez tous, mais en particulier chez ceux qui ont des troubles du sommeil et des migraines. On en revient aussi à du bon sens, cette fois-ci, à avoir une hygiène de vie ou une hygiène de sommeil. Vous parlez d'hygiène de sommeil. Une question qui revient aussi beaucoup, que conseiller à une personne travaillant de nuit ? Est-ce que la mélatonine peut être conseillée dans ce cas précis ? Alors c'est une question qui est importante parce que le travail de nuit, ça concerne 20% de la population des employés dans les pays industrialisés. On connaît tous des travailleurs de nuit et des travailleuses de nuit. Malheureusement, ces travailleurs et travailleuses de nuit sont bien en difficulté. Ils ont des troubles, ils ne savent pas quoi faire, ils ne dorment pas bien pendant la journée. Quand ils rentrent à la maison, ils sont quelquefois peu vigilants pendant la nuit, ils ont des accidents du travail. Le rapport qu'on a dirigé avec l'ANSES et qu'on a publié en 2016 montre que les effets du travail de nuit sont bien au-delà d'un problème de sommeil. Ils concernent le système cardiovasculaire, plus d'infarctus, l'obésité, qui est plus prévalente, concernent plus de troubles immunitaires, plus de troubles psychiatriques. Ils sont très démunis. Les médecins généralistes sont aussi très démunis. Les médecins spécialistes sont très démunis. Et les médecins du travail sont très démunis. Et pourquoi ? Là encore, on rejoint le problème de tout à l'heure. La chronologie n'a pas encore été enseignée de manière suffisante. Et quand bien même elle le serait, nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire encore. Pourquoi ? Parce qu'un travailleur de nuit, on ne sait pas très bien dans quel état est son horloge. Certains vont avoir une horloge qui est avancée, d'autres retardée. Or, on n'a pas de moyens, on n'a pas une montre qui nous dit quelle heure il est à l'intérieur du corps. Donc, on ne sait pas quoi faire. Si on sait que l'horloge est en retard, on va pouvoir l'avancer avec la mélatonine et la lumière. Si on sait qu'elle est en avance, bref, on a des approches qui nous permettent de traiter les troubles. Mais chez le travailleur de nuit, on ne sait pas. Et il n'existe pas encore de moyens pratiques, rapides, simples à mettre en œuvre, qui nous permettent de diagnostiquer ou de déterminer l'horaire de l'horloge interne.
Qu'est-ce qu'on recommande? Eh bien, on recommande de prendre absolument garde à la qualité du sommeil à la maison, de se préserver, de débrancher téléphone et sonnette, si c'est possible, à la porte, de mettre des panneaux pour chez ses voisins pour préserver le sommeil à la maison. C'est très très important de ne pas avoir de dette de sommeil quand on fait du travail de nuit. On recommande de faire des siestes le plus fréquemment possible, et en particulier juste avant de prendre son poste de travail. On recommande de prendre garde aussi à sa luminosité, si possible d'augmenter la luminosité pendant le poste de travail. On peut s'acheter une lampe, on peut demander à son employeur d'augmenter l'intensité lumineuse. Et puis, si on ne réussit pas à gérer son travail de nuit, si les troubles apparaissent, si on a la sensation qu'il y a quelques années tout se passait bien, mais depuis 4-5 ans ça va de plus en plus mal, eh bien on parle à son médecin du travail et on en parle aussi à son généraliste pour aller consulter un médecin du sommeil. D'accord, on en parle, on demande de l'aide. On demande de l'aide. Ne laisse pas la situation s'aggraver. Une question qui me fait presque sourire, mais elle a son importance, c'est sûrement du vécu. Comment procéder lorsque le sommeil ne vient pas à cause des pensées qui tournent dans la tête? C'est le petit vélo là, qui n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est un gros problème. C'est un gros problème, ça nous fait sourire quand on dort bien, généralement. Mais en fait, c'est un gros problème parce que ce que cette personne évoque, c'est en fait un cerveau qui ne s'arrête pas de travailler, qui ne s'arrête pas de tourner, et qui fait que le sommeil ne peut pas venir parce qu'on n'arrête pas de cogiter dans ces situations-là. Et alors, est-ce que c'est de l'insomnie? Est-ce que ça n'en est pas? Ça devient une insomnie si elle répond à certains critères diagnostiques, si elle est chronique, etc., si elle a des répercussions sur la veille de la journée, sur les performances cognitives et sur l'humeur, alors ça peut devenir une insomnie, ça peut être caractérisé comme une insomnie. Mais si ça n'est que temporaire, alors ça n'est pas très grave. Et il suffit de patienter 2-3 jours, en général le sommeil revient. C'est quand ça n'est plus temporaire, quand c'est chronique qu'il faut s'inquiéter, s'il y a des conséquences. Et dans ces cas-là, ce qu'on recommande, eh bien, c'est quand en 30 minutes on ne s'est pas endormi, on sort de son lit. On ne reste pas. Non, on ne compte pas les moutons. Absolument pas. Le sommeil, c'est fait pour s'endormir ou avoir des relations avec son compagnon ou sa compagne, mais on ne reste pas au lit quand on ne dort pas. On sort de cette pièce, de la chambre, sans déranger les autres. On va dans un endroit calme, on fait une activité calme, dans une intensité lumineuse faible, et le sommeil, la somnolence, généralement, revient. Et lorsque la somnolence revient, eh bien, on va se coucher. Et en général, c'est très favorable à l'endormissement. Ou alors on reste sur le canapé et puis on s'endort. Pourquoi pas, s'il est confortable. Léa a une question, et là aussi c'est du vécu, elle l'a eu au comptoir, à l'officine, dans le contexte particulier actuel. Et elle fait référence à la crise de la Covid. Quels conseils donner à sa patientèle? C'est vrai que nous venons tous de vivre une période difficile. Pendant 1 an et demi, on a été chamboulés. On ne pouvait pas sortir, etc. Le télétravail, quand on est chez soi, dans un petit appartement, le conjoint télétravaille aussi, il y a les enfants et il y a le chien au milieu. On ne dort plus. Qu'est-ce qu'on dit au comptoir? Oui, alors c'est une question importante aussi, parce qu'évidemment, le contexte sanitaire amène beaucoup de gens à s'interroger sur leur propre sommeil, à réaliser qu'ils ont un trouble du sommeil, et ils en souffrent beaucoup. Les recommandations sont, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, il y a 2 types. La première recommandation, c'est déjà, on s'assure qu'on a la bonne hygiène de sommeil. Un grand nombre de gens se plaignent qu'ils dorment mal, mais ils ont une hygiène de sommeil qui est absolument terrible. Ils ne vont plus dehors, ils ne profitent plus du soleil, ils sont sur leurs écrans trop fréquemment avant le coucher, ils vont être perturbés éventuellement par leur smartphone, en particulier les adolescents, mais pas que, qui va se mettre à sonner ou à vibrer pendant la nuit. Donc on prend garde à son hygiène de sommeil. Lorsque l'hygiène de sommeil a été bien contrôlée, en vérité, on résout en général plus de 50% des troubles du sommeil, simplement en jouant sur l'hygiène de sommeil. On évite les boissons caféinées, etc. C'est-à-dire on garde à l'esprit que la nuit, c'est fait pour dormir, et la nuit, ça doit être l'obscurité totale, et la nuit ne doit pas être dérangée par l'électronique ou les objets qui sont autour. La journée, la luminosité, la lumière solaire doit être favorisée, et quand on a ces éléments en compte, ça peut tout à fait être une recommandation de la part du pharmacien en officine, eh bien on résout bien des problèmes. Si toutefois on ne résout pas, alors on n'attend pas. On n'attend pas 3 mois, on n'attend pas 6 mois. On en parle à son médecin et on peut éventuellement penser à une consultation chez un médecin du sommeil si le trouble persiste et si le trouble a des conséquences sur la vie pendant la journée, la vie de tous les jours. Alors je guette l'heure en même temps que je regardais les questions que vous nous envoyez. Le temps imparti à ce passionnant webinaire arrive à sa fin.
Merci de nous avoir suivis si nombreux, merci d'avoir été réactifs, merci d'avoir posé autant de questions. Nous espérons que nous avons apporté de la matière et des informations pour répondre aux sollicitations de votre patientèle. Et d'ailleurs, pour continuer à répondre à vos attentes, il est très important pour nous de connaître vos souhaits. Répondez aux mails que vous venez juste de recevoir, cela nous aidera à nous améliorer et connaître les sujets qui vous tiennent à cœur. Un grand merci Claude Gronfier pour votre expertise et votre pédagogie, la pédagogie dont vous avez fait la preuve. Je signale que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 2 livres grand public traitant de la chronobiologie, alors je vais les citer, En finir avec le blues de l'hiver aux éditions Marabout et Les mécanismes du sommeil aux éditions Le Pommier que l'on peut toujours se procurer. J'ai vérifié. Ce webinaire sera disponible en replay sur le site du Moniteur des pharmaciens. D'autres webinaires sont en préparation, bien évidemment. Les pathologies hivernales seront le prochain sujet. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée.